Elle nous entoure. Elle nous nourrit. Et pourtant, elle s'épuise en silence. Cette année, nous sommes posé une question. Comment des étudiants pourraient contribuer à leur échelle à la préservation de l'environnement et des océans? C'est pourquoi nous sommes rendus directement en Bretagne afin de rencontrer des acteurs locaux pour qu'ils nous aident à répondre à ces questions. Nous sommes donc Njord, une association de voile étudiante. En France, nous consommons en moyenne plus de 30 kg de produits de la mer par personne chaque année. Poissons, coquillages ou crustacés font donc partie de notre quotidien. Derrière ces produits, il y a tout un réseau de professionnels qui vivent grâce à la mer et subissent parfois le tourisme. En 1948, c'était un élevage de coqs, c'était juste la petite bâtisse en pierre de taille qui ne nous sert plus là-bas derrière. Petit à petit, ça s'est agrandi avec différents élevages. Et après, c'est passé en vivier. Vivier, on vend des animaux qui sont vivants. Donc on a des bassins là. Les deux bassins qui sont là à l'extérieur, ce sont les bassins d'affinage pour les huîtres. Elles arrivent du golfe du Morbihan, on les met à tremper, on les affine. Alors raffiner, ça veut dire qu'ils sont dans une eau et ça va leur permettre de rester dans les bassins là, de rester et d'évacuer le sable, la vase, tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Du coup, on ne vend que des coquillages qui sont prêts à la consommation ou prêts à cuire. Donc ici, on va vendre les coques de nos élevages, des palourdes grises qui sont élevées rivière de Pont-l'Abbé ou pêchées à pied dans la baie de Morlaix, Nord Finistère. Les palourdes roses, c'est un peu la spécialité du coin. Ça, c'est pêché au glénan. Alors, vous connaissez les palourdes grises chez vous. Palourdes roses, vous en avez aussi, mais pas des gros gisements qui peuvent être pêchés. Au niveau de notre association, nous, en tant que président de mon association ici, à PPMA de Pont-Aven, Nison, Concarneau, nous, on gère la rivière, on contrôle qu'il n'y a pas de braconnage et on entretient la rivière. Nous, ce qui est important d'abord, c'est d'enlever tout ce qui barre la rivière. Tout ce qui barre la rivière et qui empêche les poissons, la libre circulation des poissons. Voilà ce qu'on fait. On a entre 6 et 7 hectares de parc. On produit essentiellement des moules, des huîtres et un peu de coques. Okay. Voilà, un petit peu de palourdes qu'on ramasse aussi. Mais ça, c'est ce que la nature nous donne. Et coquillages et crustacés. On produit, on vend tout ce qu'on produit. Hein, et on est obligé d'en acheter. Les huîtres, on produit pas assez pour toute la... Voilà, et comment les moules, pareil, arrivé décembre, janvier, généralement les nôtres sont moins bien, donc on essaye de voir si ailleurs il y a d'autres moules, quoi.
Et après, on essaie de produire le maximum de ce qu'on vend. Alors ça, c'est des huîtres. Des huîtres. Voilà. Et les moules, on les voit plus, elles sont déjà sourdes. Les moules, elles sont élevées à plat. Donc c'est des nappes de moules qu'il y a sur le sol. Et les huîtres, c'est traditionnellement en poche. Ouais. Enfin, plutôt sablo-vaseux. Ouais. En fait, elles se grappent les unes sur les autres. Puis après, si le sédiment il monte, elles montent avec. Mais vivre avec la mer, c'est aussi prendre soin de la terre. Je suis installée depuis 2019 en maraîchage sur sol vivant. Et donc là, j'ai 1 hectare de terre agricole. Je produis des légumes, des fruits, des petits fruits, mais principalement des légumes. Et donc, je fais du maraîchage intensif sur petite surface. Voilà. Donc moi, j'ai fait le choix de travailler tout à la main, d'être résiliente en eau, d'être résiliente en pétrole. Et de travailler aussi dans une démarche agroécologique, dans le respect du sol. Donc je ne mets aucun produit, pas d'engrais non plus chimiques. Voilà, ici tout est travaillé à la main, principalement à la campagnole. On n'a pas l'occasion souvent d'aller dans des champs de culture. On achète dans des magasins, on voit, c'est beau, c'est mis joli dans des boîtes, mais de là à voir le plant, le fruit, le légume, la fleur aussi, on n'a pas accès à ça partout, quoi. Parce qu'il y a vraiment une réelle demande des citoyens de pouvoir consommer bio, consommer local. Mes clients aussi viennent visiter le jardin. J'ai plus de 80 à 100 personnes tout l'été qui visitent le jardin pendant les temps de vente. Pourtant, les ressources marines ne sont pas infinies. Aujourd'hui, environ 1/3 des stocks de poissons dans le monde sont surexploités. Pour comprendre comment ces changements se ressentent concrètement, nous sommes allés à la rencontre des professionnels de la mer. Et il y a des pêcheurs, entre guillemets professionnels, si on peut dire, qui pêchaient 80-100 saumons par an. Donc vous voyez la richesse, et cette richesse on l'a perdue, il faut le savoir. L'anguille européenne, aujourd'hui, le stock résiduel n'est plus que de 10%. Alors pourquoi d'abord la pollution, bien entendu. Les cormorans qui viennent dans nos rivières manger les petites anguilles, les bars dans les estuaires. Et puis le braconnage. Je me suis aperçue en faisant ce métier aussi que les citoyens ne savaient plus les saisonnalités. Voilà. Quand est-ce qu'on peut récolter tel fruit, tel légume et eux-mêmes, du coup, quand je leur dis « bah non, là, c'est plus la saison du concombre, on est au mois de novembre, là, en décembre, quand on me demande des tomates, je dis « bah non, la tomate, ça pousse pas au mois de décembre. Ah bon, mais pourtant, on en trouve au Leclerc. » Oui, mais voilà, donc donc là, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur les saisonnalités. Sur les coquillages et les crustacés, les crustacés, ça ne s'élève pas. Les coquillages qu'on élève, il n'y a pas de souci. Il y a des maladies de temps en temps, de la perte. Il y a des prédateurs comme la dorade qui vont venir attaquer, manger les coques. Sur les animaux sauvages, l'araignée, il n'y a pas de problème du tout. L'araignée, ça foisonne. Le tourteau, depuis 5 ans, la pêche a été divisée par 3 en Bretagne, en sachant qu'en Bretagne, on pêche 80% des tourteaux de France. Alors la Bretagne, on a un avantage, c'est qu'on est au confluent entre les eaux froides du nord et les eaux chaudes du sud. Donc c'est une des zones où il y a le plus de plancton au monde, c'est une des zones où il y a le plus d'espèces différentes d'algues au monde. En Bretagne, on a près de 800 espèces d'algues que vous n'avez pas chez vous, parce que nous, on a des algues qui viennent du sud. Voilà, donc en Bretagne, on a une des eaux les plus... comme il y a du plancton et que le plancton est la base, les planctons et les algues sont la base des réseaux trophiques, de la pyramide alimentaire, vous voulez appeler ça comment? De la chaîne alimentaire. Plus il y a de plancton, plus le reste au-dessus, il y en a aussi. Voilà, donc c'est pour ça qu'en Bretagne, on pêche beaucoup de produits différents.
Donc le tourteau, la pêche a été divisée par 3 en 5 ans. Les pêcheurs ont commencé à s'inquiéter. Ils ont demandé à Ifremer. Ifremer, au début, ils ont juste pu dire que c'était ni la surpêche, ni le réchauffement climatique. Et ils ont fini par trouver que c'est une bactérie qui attaque les larves quand ils sont encore à l'état de zooplancton. La langoustine, ça a pas mal diminué aussi. Donc avant, on pouvait facilement les trouver sur le marché vers 10, 11 euros quand c'est la saison avril, mai, juin. Maintenant, à la criée, elles sont déjà plus chères que... Donc le volume de langoustine, je crois qu'il a diminué en Bretagne de 25-30%. Vous savez que la Bretagne, la Bretagne, le Finistère et le Côte-d'Armor produisent, on va dire, 50% du porc en France. On a des gros élevages. Ici, moins dans le sud Finistère, mais nord Finistère, on a des gros élevages, des élevages de 25-30 000 porcs. Donc, ces élevages-là produisent des quantités colossales de lisier. C'est de l'ordre de 100 000 mètres cubes. Le problème, ils sont stockés. Bien entendu, l'hiver pour pouvoir les épandre l'été. Et souvent, transfert de la porcherie au stockage, il y a des conneries, des machins, ou le tuyau pète, ou le système de contrôle, la cellule qui arrête la pompe continue, et puis vous avez des pollutions, mais ça flingue les rivières. La rivière est détruite, elle est brûlée, quoi. On voit ça tous les ans, nous. Mon collègue de Morlaix, ils ont des pollutions à répétition. De plus en plus haut, des fois, on se fait quasiment inonder tous les ans maintenant. Le niveau des océans monte vraiment, vraiment fort. Là, on voit tous les ans, même avec des coefficients des fois de 90 et quelques, s'il y a le baromètre qui est vraiment très bas et puis des vents qui poussent un peu, on est complètement inondé. Hein. Alors qu'on est au 120 des cartes. Hein. Ouais. Normalement, on est même au-dessus du 120 des cartes. Donc en fait, si vous allez vous balader au bord de mer, la côte, elle est éclatée. Il y a des plages qui disparaissent. Ouais. Puis dans quelques temps, dans pas très longtemps, il y aura des centres-villes, genre Quimper, des trucs comme des zones qui seront plus habitables. Hein. L'hiver, il faudra dégager. Hein. Et ça va être mondial. Hein. Ouais, si t'es au bord de mer, si t'es trop bas, attention. Hein. On sera obligé de réélever et puis protéger, mais on est obligé de protéger de partout parce que si ça monte là, l'eau dégringole. Ouais. Donc maintenant, on a tous se réglé dedans. On sait que les premiers coups, ça était arrivé, perdu frigo, moteur, Karcher, enfin voilà. Donc maintenant, on fait gaffe, on surélève tout, on a tout sur des palettes, on fait attention, quoi. Avant, c'était pas fréquent, en fait. C'était une fois tous les 20 ans, un truc comme ça. Maintenant, c'est plusieurs fois par an, quoi. C'est plusieurs fois par an où ça monte vraiment fort. Hein. Mais en Gironde, les dunes, elles sont en train de se faire décaper. Le Pays Bigoudin, c'est pareil. Les Glénans, ils ont pris archi cher. Toutes les plages. Hein. Là, on pourra faire ce qu'on veut. Même si on s'arrête là, maintenant, l'inertie, elle est partie, quoi. Ouais. Le Groenland, ça... L'Antarctique, ça... Donc toute cette eau-là, forcément, hein, même s'il fait chaud, que ça s'évapore, c'est pas bon, hein. Ouais. J'ai bien vu la différence au niveau de la montée des eaux, les plages qui reculent, beaucoup. Donc oui, on voit vraiment que ça évolue et ça évolue très vite. Et notamment après les grosses tempêtes qu'on a l'hiver, on voit vraiment la différence. Et même moi, en tant que paysanne, je travaille toute l'année dehors. Et je vois la différence. Là, on est au mois de mars, il fait 18 degrés. C'est pas normal. Donc on le sent, on le vit et on le voit, ce bouleversement climatique, ça c'est évident.
sur mes cultures, sur voilà, le bouleversement aussi au niveau des légumes, des fruits, qui ne comprennent plus s'ils doivent partir en fleurs, s'ils doivent grainer, s'ils doivent monter. Enfin voilà, on a des cultures qu'on ne devrait pas avoir à cette époque non plus. Quasiment tous les poissons qui sont pêchés actuellement sont en surpêche. C'est pas compliqué. Même avec les régulations? Même avec les normes européennes, les règles, les quotas. Elles sont pas respectées. Si, ils sont respectés, mais c'est pas assez. Mais il faut bien que la Bretagne, en dehors de l'agroalimentaire, on n'a pas grand-chose ici. Ouais. On fournit la moitié de la bouffe de la France, à peu de choses près. Ouais, c'est les deux seuls trucs. Mais le tourisme, c'est la troisième mamelle. La pêche, l'agriculture, c'est les deux premiers trucs en Bretagne. Le tourisme, si, maintenant avec le réchauffement climatique, on a plein de réfugiés climatiques en été. C'est un sol granitique dans le Finistère. Donc il n'y a pas de nappe phréatique. 70% de l'eau qu'on consomme vient du ciel. Quand la population énorme arrive l'été, effectivement, on est en surpopulation surfoinant, c'est évident. Donc, nous sommes beaucoup plus d'eau, on fait beaucoup plus de déchets, donc forcément, on voit la différence. Plus de voitures aussi, donc c'est vrai qu'on voit. Après, moi, l'été, je le vois pas trop parce que je sors pas trop de chez moi l'été. Mais effectivement, c'est x4 et forcément que ça impacte au niveau du déchet, de la consommation d'eau, de plein de choses, quoi. C'est évident. Ensuite, les petits poissons, les petits saumons, les dizaines de milliers de petits saumons de toutes les rivières, si vous voulez, vont commencer leur migration, vont se mettre avec les maquereaux pour faire masse contre les prédateurs. Mais les maquereaux sont pêchés par les professionnels. Donc une partie de nos saumons va être pêchée par les professionnels. Il va revenir. Pour revenir, il va longer les côtes. Imaginez tous les filets qu'il y a le long des côtes. Imaginez même dans les estuaires. Donc, le pauvre poisson, quand il arrive ici, c'est un parcours du combattant. On est tributaire de la météo, des marées, de la pêche. Voilà. Donc, tout ce qui est élevage, c'est les huîtres, les moules, les palourdes grises, les coques. Ça, on en a régulièrement, sauf quand il y a du dinophysis ou des trucs qu'on n'aime pas digérer du tout, nous. Mais sinon, et tout le reste, on est tributaire de la pêche. Ça dépend du prix du gasoil aussi. En ce moment, à 1 € le bleu, ils râlent un peu les pêcheurs. Aujourd'hui, les écologistes, ils disent qu'il faut que les rivières redeviennent sauvages. Absurde. Si la rivière revient sauvage, elle va se refermer. Et il va y avoir des obstacles à la libre circulation, si vous voulez, et vos migrateurs ne pourront plus accéder sur les zones de reproduction, bien entendu. Et pour qu'une zone de reproduction soit opérationnelle et qu'elle produise et que les jeunes tacons puissent grossir, il y a trois critères fondamentaux: une certaine hauteur d'eau, 50 cm, une certaine vitesse d'écoulement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un arbre qui bloque, 50 cm/s, et de la lumière. Si vous avez un couvert complet, il n'y a pas de lumière, pas de photosynthèse, ça ne marche pas. On n'a jamais une bonne année à huîtres, à moules, à coques, à tout en même temps. Il y a des années à huîtres, il y a des années à moules. En fait, voilà, chaque espèce tire son épingle du jeu suivant la saison qu'on a, enfin la météo qu'on va avoir. Ok. Voilà. Donc il y a des années c'est top pour les moules. Quand c'est top pour les moules, les huîtres elles n'aiment pas trop parce que c'est trop chaud, trop sec. Ouais. Et inversement, l'huître elle aime bien quand c'est tempéré, pas trop chaud. Quand il y a des gros coups d'orage, des grosses chaleurs, ouais, on peut avoir des gros taux de casse. Ouais. Sur les premières années de casse, on a des lots, c'était à 100%. Hein. Ah oui. En 2007, 2008, je crois. Ouais.
En fait, parce que maintenant, on les travaille plus comme avant. Avant, vraiment, on les secouait comme tout le temps, enfin, on les remuait tout le temps. Maintenant, quand il fait très chaud, on n'y touche pas. Et donc, on travaille plus de la même façon. Quand on sait que les huîtres sont fragiles, s'il fait trop chaud ou il y a eu des coups d'orage, on n'y touche pas. Parce que si on les stresse, on peut créer une surmortalité. C'est le climat qui fait ça. Après, ça, il y a toujours eu, entre guillemets. Oui. Mais bon, on voit quand même des changements de... Il y a vraiment des années, il n'y a rien du tout. Ah oui. Quand il fait très chaud, sur les gisements de coque, par exemple, tout peut crever ou trop d'eau, en fait. Et comme souvent, maintenant, on a 6 mois de pluie, 6 mois de sécheresse, voilà. Donc, c'est pas facile de... Voilà, après, on subit. Puis nous, on subit complètement. Ce qui se passe au niveau des coquillages sur le réchauffement, enfin c'est pas le réchauffement, c'est l'acidification des océans. Plus il y a de CO2 dans l'air, plus il y en aura dans l'eau et plus l'eau est acide. Et ça, l'acidité, ça attaque les coquilles des moules et des huîtres. Donc on a des coquillages qui sont de plus en plus fragiles sur les coquilles. Voilà les migrateurs qu'on a dans nos rivières. Donc vous voyez, c'est pas brillant. Ils sont pas brillants. Ils sont tous en très grande voie de danger. Nous, c'est pour ça que le saumon, on a fermé. C'est pour ça que l'anguille, on avait demandé qu'elle soit fermée pour les professionnels et non professionnels. Ça n'a pas été fait. Je considère que c'est une erreur. C'est pour ça que la Lose va être fermée, sauf en Bretagne. Voilà, donc, si vous voulez, les présidents de fédération, ce que nous demandons, nous, ce que je demande moi, personnellement, c'est de sanctuariser, allez, on va dire, une frange côtière de 3 à 5 000, perpendiculaire à la côte, où il n'y aurait aucun filet, pour pouvoir permettre la libre circulation des poissons. Et sanctuariser tous les estuaires. Malheureusement, les professionnels ne voient pas ça sous le même angle que nous. Donc, malheureusement, voilà. Mais c'est ce qu'il faudrait faire. Alors nous, on n'a pas de restriction sur ce qu'on pêche. Par contre, on est surveillé toutes les semaines sur la qualité sanitaire des produits. Ouais. Donc tout ce qui est bactériaux et toxines phytoplancton. Voilà. Donc ça, c'est Nous, on a un autocontrôle plus un contrôle toutes les semaines. Okay. Voilà. Okay. Et il y a quand même pas mal d'efforts qui sont faits ces dernières années-là. Surtout sur tout ce qui est les traitements des eaux usées, tout ça là. Là, il y a vraiment un bond en avant. Il y a une sensibilisation des pouvoirs publics maintenant. Chose qu'il n'y avait pas trop avant. Voilà. J'ai à cœur de planter beaucoup d'arbres, donc là on a planté une centaine d'arbres, de petits fruits, des fleurs aussi beaucoup. On travaille avec un apiculteur parce que sans les abeilles, moi j'ai pas de travail, j'ai pas de légumes, j'ai pas de fruits. Donc depuis le départ, j'ai des apiculteurs qui mettent leurs ruches au jardin. Donc moi je m'en occupe pas du tout, c'est eux qui gèrent ça, ils s'en occupent, ils prennent soin, enfin voilà. Mais ça fait partie intégrante du système. Comme pour moi, la mare et récolter l'eau, ça fait partie intégrante du système. Donc j'ai un couple de canards qui s'est installé depuis l'année dernière dans ma mare, là, donc je suis super contente. Et puis ici, le but c'est de créer la vie, de mettre tout ça en forme, et puis petit à petit, d'aménager, d'agencer. Et que ce soit beau, que ce soit joli, que ce soit bon et que ce soit bio. Les coquilles, après, ça peut être recyclé. Ouais. Ça peut être recyclé. Ouais. Il y en a qui prennent ça pour faire des amendements, pour faire de la peinture, des amendements agricoles. Ouais. Il y a plusieurs pistes différentes pour les coquilles d'huîtres. Donc il y a des personnes qui viennent récupérer ici les restes. Ouais, même pour les poules et tout, ouais. Ouais. Après, moins on en a des coquilles, mieux c'est. Oui. Ça veut dire qu'on a moins de mortalité. Voilà. La pollution accidentelle, malheureusement, c'est comme ça. Mais de façon générale, la qualité aujourd'hui de nos rivières par rapport à 20-30 ans est nettement meilleure. Il faut savoir que dans le Finistère, les masses d'eau, la qualité des masses d'eau, les masses d'eau sont bonnes à 70-80%. Vous allez à Loire-Atlantique ou en Ille-et-Vilaine, c'est 10%. Les professionnels du littoral observent déjà certains changements dans les espèces et les écosystèmes. Mais pour comprendre ces phénomènes plus précisément, il faut aussi le regard de la science. Nous avons donc rencontré Claire et Pierre,
qui étudie les écosystèmes marins. Under the Pole, ça a été créé en 2008 par Emmanuel et Guylain Bardou. Donc Emmanuel et Guylain, c'est un couple d'explorateurs, navigateurs, plongeurs. Emmanuel, à l'origine, a été monitrice de voile et elle travaille pour l'école de voile des Glénans. Et Guylain est ingénieur et plongeur. Emmanuel était aussi plongeuse. Et la première expédition qu'ils ont menée, c'était donc au pôle Nord géographique, sur la banquise arctique, où ils sont partis en ski, en tirant des poulkas derrière eux avec tout leur matériel de plongée, avec pour objectif de filmer sous la banquise de l'océan Arctique. Ça, c'était la première expédition qui a un peu lancé Under the Pole, et c'est pour ça que ça s'appelle Under the Pole. Et ensuite, petit à petit, le projet il a grandi, il s'est structuré. Il y a eu un voilier d'expédition qui a été acheté par Emmanuel et Guylain, qui fait 20 mètres. C'est une goélette en aluminium qui s'appelle le Y. Et donc, depuis, il y a eu de nombreuses expéditions qui se sont déroulées. Donc, et actuellement, on est dans le programme Deep Life depuis 2019. Et donc, en fait, ces plongées, elles servent à renforcer la connaissance d'une zone de l'océan qu'on appelle la zone mésophotique, qui se trouve entre 30 et 200 mètres de profondeur. Mésophotique, ça veut dire moyenne lumière. Donc, c'est la zone en fait où la lumière commence à décroître, mais où il reste un petit peu de lumière. Et c'est une zone qui est très méconnue et qui est peu protégée. Parce qu'en plongée classique, on ne peut pas y passer du temps. Et avec des sous-marins ou des ROV, c'est tellement cher que souvent les recherches vont se faire beaucoup plus profond. Donc cette zone entre 30 et 200 mètres, qui est vraiment la zone littorale, en fait, ça paraît loin, mais en fait c'est très proche de nous. Elle est très impactée par toutes les activités humaines et elle héberge une riche biodiversité, dont les forêts animales marines que nous on étudie. Donc les forêts animales marines, c'est des forêts constituées d'animaux ingénieurs, comme les coraux, les gorgones, les éponges, toutes ces espèces qui sont fixées sur le fond de la mer et qui, quand elles sont suffisamment nombreuses et denses, créent un peu des microclimats. Et donc c'est des havres pour la biodiversité marine. Et donc nous, on travaille avec un consortium de scientifiques pour renforcer la connaissance sur ces zones-là. Et une fois qu'on a les expéditions qui ont été faites ou qui sont en train d'être faites, ensuite, avec ces connaissances qu'on acquiert, on fait des programmes de sensibilisation, de communication, pour parler vraiment au plus grand nombre de ce qu'on étudie, de plaidoyer aussi, pour renforcer les politiques de conservation. Ce que Lorenzo, le directeur scientifique, il disait, c'était qu'il y avait une forme de gigantisme un petit peu, que tout est plus grand en Antarctique et que c'est très coloré, qu'il y a vraiment une préservation qu'il n'y a pas autre part. Et c'est aussi une zone qui est très isolée avec le courant circumpolaire antarctique, donc qui est très isolée du reste du monde, donc avec beaucoup d'espèces endémiques qui n'existent que là-bas. Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais le changement climatique, il est très fort au pôle, que ce soit au pôle Nord, au pôle Sud, que ce soit aussi en montagne, dans les glaciers et tout. C'est des zones qui sont particulièrement affectées par le réchauffement climatique. Par exemple, à La Ciotat, dans le sud de la France, ils ont étudié des forêts de gorgones, qu'en surface, il y avait eu des vagues de canicules marines qui ont décimé les populations de gorgones, et que quand ils sont arrivés plus profonds, elles étaient en bien meilleure santé. Donc ça, c'est des choses qu'on peut observer. Par exemple, c'était pas pendant Deep Life, mais pendant Deep Hope, le programme scientifique précédent, où ils ont étudié les récifs coralliens en Polynésie française. Et là, ils se sont rendus compte aussi qu'au fur et à mesure qu'ils allaient en profondeur, il y avait une richesse vraiment et une variété très grande des coraux qu'ils voyaient, et qu'ils étaient en bonne santé par rapport aux coraux de surface qui avaient été blanchis par les vagues de chaleur. Mais globalement, tous les océans sont impactés, je pense, par le dérèglement climatique. Avec l'acidification, avec les vagues de chaleur. Donc c'est peut-être plutôt localement, en termes de profondeur, où ils voient qu'il y a une différence qui existe. Et où cette zone mésophotique, elle est assez résiliente par rapport au changement climatique pour l'instant, mais elle est très peu protégée. Sur Capsule, qui était pendant le programme Deep Hope, ils ont pu observer la ponte des coraux, qui était un truc qui était rarement, voire pas documenté. Ça se fait pendant la nuit, donc il y a rarement des plongeurs ou des gens qui sont là pour observer ça. Là, comme la capsule était en Polynésie sur le fond pendant 2 mois, ils ont eu le temps d'observer ça. Ça, c'était une première. Il y a eu le rôle de refuge dont tu parlais tout à l'heure, des forêts animales profondes, qui a aussi été mis en hypothèse lors de ce programme capsule.
C'est là où ils ont vraiment remarqué que les coraux de profondeur résistaient plus aux épisodes d'acidification et de réchauffement des océans. Globalement, nous, ce qu'on observe, c'est quand même pas mal le rôle de ces forêts, enfin la notion de forêt aussi, et des services qui sont rendus par ces forêts pour la biodiversité associée, pour les poissons qui vont les utiliser comme habitat, qui vont s'y cacher, qui vont pondre, qui vont se reproduire. Et tout ça, c'est pas forcément des résultats qui sont très, je sais pas comment dire, qui sont très, oui, mais c'est des choses qu'on observe dans le temps et des observations qu'on réplique ensuite en fonction des destinations. En Polynésie française, par exemple, il y avait eu des énormes vagues de chaleur sur les coraux de surface, et donc ces coraux, ils vivent en symbiose avec une algue qui l'éjecte quand il a trop chaud, quand il y a des stress thermiques qui sont trop forts et trop réguliers. Et donc là, en surface, justement, ils avaient vu que tous ces récifs coralliens, ils étaient blanchis et du coup, ils pouvaient plus avoir ce rôle d'habitat. Et en revanche, peut-être sur la biodiversité, ils n'ont pas pu le remarquer. En revanche, ça fait bien avant Under the Pole que Emmanuel et Guilain allaient déjà au pôle Nord, notamment, et au Svalbard. Et ils ont pu remarquer le changement de glace, de banquise. La banquise a énormément reculé entre le moment où ils ont commencé à naviguer et le moment où ils ont créé Under the Pole. On connaît mieux l'espace que 90% de notre océan. Donc nous, on va jusqu'à 200 mètres en plongée humaine. Donc c'est des plongeurs et des plongeuses qui plongent. On ne plonge pas avec des sous-marins ou avec des robots. C'est vraiment des plongeurs. Donc nous, on va jusqu'à 200 mètres. À Nice, l'année dernière, c'était la conférence des Nations Unies sur l'océan. Et il y a eu un peu deux objectifs. On est allé avec tout notre dispositif de sensibilisation. Donc on a une caravane pédagogique, qui est une sorte de petit musée ambulant qu'on a pu installer au sein de la conférence. On avait aussi la capsule. La capsule, c'était un habitat sous-marin. Il y a le prototype qui est derrière. Et donc, là on voit pas, mais il y a des dômes en verre. Et en fait, les plongeurs et les plongeuses avaient dormi dedans jusqu'à 3 jours et 3 nuits, à 20 mètres de profondeur, sans remonter à la surface. Donc ça, c'était un gros travail d'innovation qui avait été fait en 2019. Donc on a ramené la capsule aussi, on a ramené des panneaux photos. Donc il y avait ce volet vraiment sensibilisation du grand public, où on était présent pendant 10 jours avec toute l'équipe en fait, qui s'est un peu relayée pour pouvoir échanger avec les familles de passage, avec les centres aérés, les écoles, toutes les personnes qui passaient. Et ensuite, il y a eu un gros travail de plaidoyer et de communication sur notamment l'expédition qu'on avait fait en Grèce, où il y avait eu un travail qui avait été fait avec les pêcheurs locaux et avec une association locale pour protéger une zone autour d'une île où il y avait des forêts animales très très riches mais qui n'étaient pas préservées du chalutage de fond. Et donc il y a eu un gros travail de plaidoyer qui a été fait pour permettre la création par le gouvernement grec d'une zone d'interdiction du chalutage là où on avait plongé. Et ça a abouti ou pas? Ça a abouti, ouais. Il y a eu un décret pour interdire le chalutage dans une zone autour de l'île où on avait plongé. Ouais. Si je dis pas de bêtises, Archipelagos, qui est l'association avec qui on a travaillé, dont tu parlais, organise la surveillance de cette zone. Je pense, ouais. Chaque mission, on revient avec des observations. Ouais. Les résultats, ça prend des années parfois. La science, c'est un temps long. Nous, on vient avec des observations, on les apporte au grand public et on formule des recommandations basées sur les observations. Mais au niveau plaidoyer de ce que fait Mégane, mais on essaye de favoriser la création d'aires marines protégées. Là, notre but sur l'Antarctique, c'est la création, la confirmation de l'aire marine protégée Domain 1. Il y a un travail sur la pêche au krill en Antarctique et la création d'une aire marine protégée autour de la péninsule antarctique. Comprendre les océans, ce n'est pas seulement les étudier en laboratoire. C'est aussi les vivre et les parcourir au quotidien.
Ce lien direct avec la mer, certains le développent à travers la navigation. Nous sommes donc allés à la rencontre de ceux qui la connaissent autrement, les acteurs du monde de la voile. Bienvenue à la voilerie Le Guillan. C'est une entreprise qui a été créée dans les années 80, tout d'abord à Bénodet, puis 10 ans après à Port-la-Forêt, lors de l'extension du port de Plaisance. Une entreprise qui se compose de 14 personnes. On a 7 personnes à Bénodet, 7 personnes à Port-la-Forêt. On fabrique tout ce qui va équiper un bateau à voile. On est totalement indépendant, ça veut dire que on dessine, on découpe, on fabrique d'après nos mesures, nos plans. Et la seule chose qu'on va acheter, c'est le tissu à voile en rouleau, et éventuellement voilà, le fil, tout ce qui va se rajouter en fait sur la voile. Mais on est organisé pour être indépendant et on est une marque propriétaire, c'est notre marque. On a un fournisseur de tissu à voile notamment qui a dans l'ensemble de ses matériaux 2 références de tissus recyclés, un tissu haut de gamme qui utilise des résines biosourcées, qui est fabriqué à base de fibres d'inéma et polyester, donc plutôt un produit destiné aux bateaux de voyage et aux grosses unités. Et on a un tissu un peu, on va dire, moyenne gamme qui est plus orienté course croisière, donc qui est fabriqué à partir de fibres polyester. Et dans ce tissu, 30% des fibres sont recyclées. Après, en termes de fabrication, nous on réutilise d'anciennes voiles ou certaines parties d'anciennes voiles pour fabriquer des objets type voilà, des poufs, des sacs. Après ça c'est plutôt c'est pas le gros de notre activité, donc c'est plutôt pour limiter les rejets et voilà. La voile vraiment elle naît ici, elle est dessinée, elle est mise à plat, elle est découpée. Et à la suite, on va réunir tous les éléments. Et ces éléments-là vont monter à l'étage. Ça, c'est notre organisation ici. Moi, c'est Alain. Mon nom de famille, c'est Michel. J'ai 2 prénoms. Bon, je fais du bateau depuis l'âge de 8 ans. Donc, il y a 60 ans maintenant. Là, bientôt. J'ai fait un peu de tout. Hein. J'ai commencé à faire du bateau sur un ZEF. Alors, personne ne sait ce que c'est. Ah, si, le ZEF, c'est un petit vent. C'est un petit vent. Hein. Il y a un bon ZEF, qu'on dit en Bretagne. Non, c'est un petit dériveur. C'était dans le Blavet, à côté de Lorient. Et à Saint-Guénel. Et puis après, j'ai fait un peu de tout. J'ai même navigué sur les multicoques avec des gens assez connus, comme Mike Birch, Jean Le Cam, avec Patrick Morvan. J'ai eu aussi des bateaux, dont après mes parents. Alors j'ai poussé mes parents à acheter un petit voilier, un voilier de 9 mètres. Il s'appelait Corrigan. On l'a appelé Corrigan, un bateau suédois, avec lequel on a fait beaucoup de croisières. L'Irlande 2 fois. Je suis monté à Stockholm avec mes parents. On faisait des roulements d'équipage. J'ai fait la Méditerranée, 2 fois la Corse et les Baléares et la Turquie. Et l'Égypte aussi, j'ai remonté le Nil avec ce bateau-là. J'ai fait beaucoup de régates, de courses, hein, entre autres. Et là, je redécouvre la croisière. Et maintenant, je fais ça régulièrement. Et j'ai souvent des jeunes à bord. Mais autant de filles, j'ai jamais eu.
Mais même en mer, ce lien privilégié n'échappe pas aux réalités d'aujourd'hui. Quand on fait de la voile, on ne pollue pas. À l'instant, on fait de la voile, bien sûr. Maintenant, il faut bien les construire, ces voiles. Donc, toute construction induit une pollution, évidemment, à distance. C'est pas sur place, c'est au niveau de la fabrique de voile. Les bateaux, il faut les construire aussi. Il faut les déconstruire après. Donc, tout ça, ça pollue. Donc, ça génère des pollutions. Mais le mode de déplacement de la voile, c'est quand même le plus écologique. Sinon, les moteurs, ils polluent un petit peu, évidemment, mais un moteur bien réglé ne pollue pas trop. Normalement, il ne fume pas noir. S'il fume noir, c'est que l'injection est mal réglée. S'il fume bleu, c'est qu'il bouffe de l'huile. S'il fume blanc, c'est qu'il consomme de l'eau. C'est pas normal. Tout le monde sait à peu près maintenant qu'il faut préserver les océans et les mers. On ne jette pas les ordures, on évite de polluer, on n'oublie pas son sac de pique-nique quand on est venu pique-niquer à la plage. Parce que ça, on ne le voit pas au mois de juillet, mais au mois d'août, c'est net. C'est pas la même pollution, la même population. Et donc, c'est pas la même pollution en plus. Et on voit régulièrement sur la plage du Grand Sable, ici, au mois d'août, des sacs de pique-nique qui sont abandonnés en haut de la plage. Les gens ont eu la force de descendre leur pique-nique, mais ils n'ont pas la force de remonter les restes, quoi. C'est désolant, quoi. Bon, ça arrive en ville aussi, pas que sur les côtes. Maintenant, quand on dit à un gamin de ramasser son papier de bonbon qu'il vient de jeter par terre, on se fait engueuler par les parents, quoi. Il arrive malheureusement qu'il y ait des gens qui, en pleine période de sécheresse, qui lavent leur bateau avec un jet d'eau qui coule pendant 1 heure ou 2. Bon, ça consomme des mètres cubes d'eau, c'est inutile et ça épuise les réserves d'eau. Des gens qui jettent leurs détritus à la mer aussi, qui utilisent les toilettes devant des plages qui étaient paradisiaques jusqu'avant qu'ils utilisent leurs toilettes. Avant, on pêchait à pied, par exemple. Il suffisait de descendre à grande marée basse sur les rochers. On était sûr de revenir avec une bonne pêche de crabes. Et ça, on en trouvait plein. On soulevait un caillou, on en voyait 1 ou 2. Maintenant, on n'en voit plus. Enfin, rarement, quoi. Parce que ça a été surpêché. Aussi, une autre raison, c'est que des gens ont retourné les cailloux, ils ont pris les crabes qui se trouvaient dessous. Parfois des crabes juvéniles, qui n'étaient même pas de taille raisonnable pour être mangés, et qui surtout n'avaient pas l'âge de se reproduire encore. Puis ils laissaient le caillou à l'envers. Or, ce qui est sous une pierre, donc c'est développé à l'abri de la lumière et conçu pour vivre à l'abri de la lumière. Et inversement, ce qui est dessus, les algues par exemple, ou les berniques, les patelles, c'est conçu pour vivre à la lumière. Et si on retourne, tout meurt. Et il faut des années pour que ça se régénère. Donc si l'habitat des crabes n'est plus habitable, les crabes s'en vont. Et si en plus on les pêche, il n'y en a plus. Ça, c'est très net, disparition des crustacés, enfin, appauvrissement. Pas disparition, mais diminution du nombre des crustacés. Il y a aussi les ormeaux. Les ormeaux, ce sont des coquillages ovales, donc à peu près grands comme ça, petits quand ils sont juvéniles. Les plus gros sont souvent utilisés comme cendriers. Enfin, en Bretagne, il y a pas mal de maisons qui ont des coquilles d'ormeaux, parce que c'est une jolie coquille qui est toute nacrée à l'intérieur. À l'extérieur, elle est rugueuse. Sur le dessus, il y a des trous et l'intérieur est tout nacré. Une fois qu'on a enlevé l'animal, donc le mollusque, c'est très joli. Et ça, on en trouvait plein quand j'étais petit. On regardait sous les rochers et on en voyait, on les décollait avec un crochet. Et on n'en trouvait plus. C'est pas parce qu'ils avaient disparu, c'est parce qu'en fait, comme il y avait une surpêche, ils avaient migré dans des zones plus profondes. Donc on n'en trouvait plus. Et la pêche a été interdite. Du coup, ils sont revenus et on en trouve de nouveau. Comme quoi la régulation des prises, c'est quand même important. Ce qui se passe sur les Côtes d'Armor, la pêche à la coquille Saint-Jacques est très très réglementée. Il y a certains jours par an où les bateaux ont le droit d'aller draguer la coquille. Et c'est pas toute la journée, c'est par exemple de 10h à midi. Et il y a tous les bateaux des autorités qui sont là, qui surveillent le plan d'eau. Ils donnent le signal par radio. Ouverture de la pêche à 10h pile et à midi, fermeture de la pêche. Et attention, s'il y en a un qui est encore en train de draguer à midi, sa pêche est confisquée, il a une amende, il finit au tribunal. Donc la ressource était pas épuisée, mais était raréfiée, elle est redevenue comme avant. Donc il y a de nouveau plein de coquilles. Voilà. Donc ça c'est la pollution, c'est pas la pollution, c'est la réglementation de la pêche, quoi, pour préserver la ressource.
Que ce soit en mer, sur un bateau de pêche ou à bord d'un voilier, tous ceux qui vivent au contact de l'océan développent avec lui une relation particulière. Et face aux changements observés, de plus en plus d'acteurs, marins, entreprises ou scientifiques cherchent aujourd'hui des solutions pour mieux préserver la mer. Je dirais aux jeunes, vous êtes la relève, il ne faut pas être idiot. Hein. C'est à vous de faire le bout. Vous avez des rivières à qualité poissons migrateurs très intéressantes. Donc vous devez être conscient de tout ça et passer le message. L'entretien des rivières, ne pas mettre les déchets, etc. Manger pas de la grosse pêche, mais il y a le label FSC pour la pêche, où c'est de la pêche raisonnable et raisonnée. Prendre avec des petits pêcheurs côtiers qui respectent qui entretiennent, leur milieu, comme notre palourde rose. Notre pêcheur de palourde rose, il est tout seul dans sa zone, donc il gère sa ressource et il va nous dire bah non, tel coquillage, j'arrête de le pêcher parce qu'il y en a quasiment plus, il faut qu'il se refasse. Donc là, par exemple, les praires, ça fait 2-3 ans qu'ils ne nous avaient pas pêché de praires. Là, maintenant, il en repêche plein. Donc prendre avec des petits pêcheurs, avec des labels éco-responsables, et éviter les poissons d'élevage. Ne perdez pas espoir. Je pense que Under the Pole et puis ce type de projet, c'est des projets qui sont inspirants parce qu'ils montrent qu'avec beaucoup de volonté et en y croyant, il y a moyen vraiment de faire changer les lignes, de faire bouger les lignes. Et donc là, c'est un projet qui arrive à faire bouger les lignes en termes de sensibilisation, en termes de protection, en termes de politique sur l'océan. Et je pense que ça demande beaucoup de volonté et beaucoup de motivation, mais que c'est possible et que ouais, ça donne espoir. Peut-être. Ouais. La mer, c'est magnifique. Profitons-en sans la dégrader. Et puis, c'est éternel, quoi. Il n'y a pas que la mer, il y a tous les paysages maritimes. Les îles, tous les littoraux qui sont superbes. Ils sont très divers, très différents les uns des autres. Je suis un peu amoureux de la côte. La mer, c'est un truc, c'est essentiel. Sans la mer, personne ne vit, quoi. Il n'y a pas d'humain. Quoi. Et il faut la préserver, quoi. Pour moi, c'est une chose. Oui, c'est vital, oui. Le but, c'est, je pense, de prendre soin de soi, prendre soin de la terre, prendre soin du sol, prendre soin de l'environnement. Je pense que si chacun de nous fait un petit effort sur des petits détails, je pense que ça peut changer les choses. Et je pense que le mot résilience, il est vraiment d'actualité. Et voilà, apprendre à devenir plus responsable et plus résilient. Je pense que ça peut être pas mal. À travers ces rencontres, nous avons découvert plusieurs visages de la mer. Ceux qui en vivent, ceux qui l'étudient et ceux qui la parcourent. Tous partagent un même constat. L'océan est immense, mais il reste fragile. La mer nous nourrit, nous inspire et nous relie. Et finalement, sa préservation dépend aussi de chacun d'entre nous. Alors, face aux défis qui nous attendent, nous avons choisi une approche simple. CAP. Croire, agir, partager.